Bonsoir Elodie. Bonsoir Annabelle, bonsoir tout le monde. Merci de nous retrouver ce soir pour ce troisième webinaire de l'année d'Espace Mom, d'une durée approximative d'une heure. Donc, si vous n'avez pas l'occasion d'assister à ce live en entier, le replay de cet événement vous sera proposé prochainement par mail et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions dans le petit chat. S'il y a des choses voilà, que vous souhaitez qu'Annabelle approfondisse, des questions sur sa présentation, ou n'hésitez pas à nous signaler aussi tout problème de son ou d'image. Voilà, je me présente, je suis du coup Elodie, conseillère d'Espace Mom, conseillère bien-être. Vous avez peut-être eu l'occasion de m'entendre au téléphone ou de m'écrire par mail pour toutes vos questions relatives à nos produits, à vos commandes ou les solutions MOM dont vous disposez déjà. Espace Mom tient à vous proposer un accompagnement complet. C'est pourquoi nous avons à cœur de travailler avec les thérapeutes et professionnels du bien-être, du coup, comme Annabelle. En effet, les ondes scalaires ont la particularité d'aller toujours dans le bon sens. Du coup, elles complètent parfaitement les différentes approches thérapeutiques afin d'amplifier leurs bienfaits et accélèrent les résultats grâce à une levée des blocages émotionnels et physiques beaucoup plus rapide. Ce soir, du coup, c'est Annabelle Perceval qui nous fait l'honneur de continuer les séances de coaching en vous proposant une petite partie de ce qu'on peut travailler en développement personnel avec la thématique ce soir de la confiance en soi. Annabelle est life coach depuis 15 ans. Elle exerce en visio dans toute la francophonie. Elle est spécialiste de l'intelligence émotionnelle, la libération des traumatismes et propose un coaching intégratif corps-esprit pour retrouver son énergie. Annabelle, est-ce que la confiance en soi revient régulièrement dans votre accompagnement et quelles sont les pistes pour travailler sur ce point? Merci déjà pour votre présentation. Et oui, en effet, le manque de confiance en soi revient très, très, très souvent. J'accompagne presque exclusivement des femmes et c'est très, très souvent un sujet qui est abordé, teinté toujours de culpabilité. Bon, ce qu'on retrouve souvent chez les femmes, c'est-à-dire je culpabilise de ne pas avoir plus confiance en moi. Donc ça vient un peu sous cette forme. Alors, euh, Est-ce titre qu'elles savent de... qu'elles ont ce Oui. problème-là ou est-ce il faut un petit peu creuser pour savoir Non, généralement, c'est bien identifié. Généralement, c'est bien identifié, mais c'est un peu le problème justement parce que c'est un peu comme quand on vous pose un diagnostic. En même temps, vous êtes rassuré, vous savez ce que vous avez, mais en même temps, vous n'êtes plus que cela. C'est très limitant aussi. Donc, en fait, si quelqu'un se répète sans arrêt, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, est-ce que ça va libérer son action ou est-ce que ça va limiter son action? Bon, ouais. Bien sûr que ça va la limiter. Donc, euh, on doit le regarder avec une perspective qui doit être la plus large possible. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est-à-dire que les personnes arrivent avec une problématique et moi, mon travail, c'est d'élargir, d'élargir, d'élargir pour qu'on se rende compte qu'en fait, ça n'est pas la problématique, c'est le symptôme d'autre chose. Voilà. Donc moi, j'agis un petit peu comme un détective avec une loupe et j'emmène les personnes à aller s'intéresser à des détails qui vont, mis bout à bout ensemble, vont donner du sens et vont leur permettre de comprendre pourquoi on a ce manque de confiance en soi dans certaines situations. Généralement, ce n'est pas dans toutes les situations, c'est dans certaines situations ou avec un certain type de personne ou dans un certain type de rapport de force aussi, euh, pour comprendre qu'en fait, c'est symptomatique d'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première distinction que je voulais faire. Euh, on est aussi, il faut toujours prendre l'environnement dans lequel on vit pour mieux se comprendre. On vit dans une société et un monde qui nous demande de performer et qui nous dit qu'on a de la valeur si on performe, c'est-à-dire si on fait. Euh,
Or, tout le monde n'est pas égal vis-à-vis de la performance et de l'action et du faire. Hein, vous avez des types de personnalités qui sont plutôt dans la contemplation, plutôt dans l'écoute, plutôt dans la douceur. On retrouve beaucoup de ça aussi avec le féminin. Hein, donc, on a tous un principe féminin et un principe masculin, mais chez les femmes, on peut retrouver beaucoup de ça. Donc, les femmes qui sont aussi cycliques de par leur système hormonal ne peuvent pas et ne sont pas dans la performance et le faire tous les jours du mois de la même façon, par exemple. Donc, je vais en fait essayer ce soir de vous amener à mieux vous comprendre, mieux vous connaître pour comprendre où est-ce que vous en êtes avec cette fameuse confiance en soi. Donc, ce qu'on me dit souvent, c'est ce manque de confiance en soi. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'on se sent coupable de manquer de confiance en soi. Moi, c'est surtout cette émotion-là qui m'intéresse et qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les femmes, la culpabilité, c'est-à-dire c'est de ma faute, je fais mal, j'ai tort de manquer de confiance en moi. Or, je pense que si pour ceux et celles qui ont des enfants ici ce soir, mais pour celles et ceux qui n'en ont pas, je pense que vous comprendrez très bien que si un enfant vient vous voir et qu'il est timide et qu'il a peur de faire ou de dire telle ou telle chose, donc il manque de confiance en lui dans cette situation, je suis certaine qu'aucun de vous ce soir n'aurait envie de le culpabiliser et de lui dire tu as tort, tu ne devrais pas, c'est mal. Voilà. Donc, il y a la problématique, elle est là aussi. C'est la réaction de culpabilité face à ce manque, soi-disant, de compétences, à avoir confiance en soi dans telle et telle situation. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager avec nous dans le chat euh, dans quelle situation vous n'avez pas confiance en vous ou face à quel type de personne vous vous sentez manquer de confiance en vous. Et il faut aussi être capable de voir les conséquences de cela, c'est-à-dire si je manque de confiance en moi, quelles sont les conséquences que cela a. Voilà. Parce qu'on va avoir envie de transformer quelque chose si les conséquences sont trop embêtantes, posent trop de problèmes pour nous dans notre vie. Sinon, on ne va pas s'y intéresser. Donc, il est évident quand on est un adulte dans la société aujourd'hui et que l'on doit travailler, avoir des relations, travailler avec d'autres personnes, on vit dans le collectif, on vit ensemble, on a une famille, on a des amis, etc. Le manque de confiance en soi, c'est en fait aller contre nos croyances. Donc, on va voir si ça vous parle. Pareil, si vous, pendant que je vous parle, si vous identifiez des croyances, c'est-à-dire votre discours interne que vous connaissez bien maintenant, qui vous souffle à l'oreille. Ça peut être tu es stupide, tu es bête, mais non, tu n'y arriveras pas, mais pour qui tu te prends de parler ce soir à ce webinaire, mais de toute façon, cette thématique-là, elle a été traitée des milliers de fois, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, il faut en fait s'y intéresser et ne pas le prendre pour argent comptant parce que nous ne sommes pas notre dialogue interne. Ça, c'est déjà une première chose. Le manque de confiance en soi est donc vécu comme une blessure, en fait, c'est-à-dire quelque chose dont on devrait avoir honte, qui nous bloque, qui euh, fait qu'on ne va pas vraiment être soi-même. On va peut-être même répondre non, décliner des propositions de travail ou des propositions amicales ou autres. Donc, ça peut être quand même un gros problème. Donc, si c'est quelque chose qui vous touche personnellement ce soir, regardez sur une échelle de 1 à 10 à quel point le manque de confiance en vous vous impacte et a des répercussions négatives dans votre vie, que ce soit professionnelle ou amoureuse, ou juste morale, émotionnelle, hein, tout simplement. D'accord. Vous voulez dire que la confiance en soi ne fait peut-être pas partie forcément de la personnalité, mais que c'est plus dans les situations, c'est peut-être plus ponctuel, c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps un manque de Oui, confiance en soi. moi, c'est ce que j'observe en effet. Et merci parce que je voulais parler de la personnalité, justement. En fait, ce qu'on appelle la Est-ce qu'il y a un profil type? personnalité, voilà, c'est Mm. ça. Ce qu'on appelle la personnalité,
je crois que c'est vraiment un point central. Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Euh, il y a l'être et il y a sa personnalité. L'être est toujours lumineux, il est toujours beau, il est toujours grand, il est toujours pur, il est magnifique, il a des compétences, des potentiels illimités. La personnalité, cependant, vient de persona, le masque en latin, et la personnalité s'est créée au fur et à mesure de nos traumatismes, des situations difficiles que nous avons vécues. Le cas ou pas. Et je Après, on a comprends pas du mal de coup. cas pratiques dans le chat. Je propose de Oui, vous les alors, lire oui, oui, pour, bien sûr, avec plaisir. voilà, pour orienter peut-être. Donc, on a des cas très pratico-pratiques, donc ça permet d'avoir des cas d'illustration. Donc, je lis le témoignage de Bastien. Donc, bonsoir, j'ai un manque de confiance en moi face à des figures autoritaires, chefs hiérarchiques, grande sœur autoritaire, ce qui fait que j'ai tendance à m'écraser et perdre mes moyens, c'est-à-dire de ne pas être en capacité à ce moment-là d'être en accord avec mes valeurs et opinions. Y a-t-il des exercices pour m'aider dans ce cas de figure plus précis du coup? Alors, les figures d'autorité, en effet, que l'on peut rencontrer dans notre vie actuelle, vont toujours faire référence aux grandes figures d'autorité de notre enfance. Donc, C'est les premières. voilà, exactement. Notre présent est toujours un miroir de notre passé. Euh, donc, est-ce que vraiment la grande sœur est la première figure d'autorité? Je ne suis pas certaine. J'irais plutôt vers le papa. Donc, On pense souvent aux parents, effectivement. voilà, c'est plutôt comprendre la mécanique et la dynamique relationnelle au père dans l'enfance, hein, pas actuellement. Quand on était petit, parce qu'on était vulnérable, on était dépendant, essayer de la mettre à jour, de la comprendre, ensuite de l'accepter, et c'est un processus, pour ensuite pouvoir la transformer. Donc, c'est d'abord ça la première étape. On ne peut pas transformer si on n'a pas d'abord fait ce chemin-là, qui n'est pas le plus facile, c'est pas la partie la plus facile. Je dirais que la transformation, c'est le plus simple en fait. Mais la première partie, d'avoir un regard critique, de démonter toute la mécanique, de comprendre comment on a été traité et qu'est-ce qui s'est créé psychologiquement pour nous, et de l'accepter, ça c'est quand même un sacré morceau, mais c'est celui que nous devons tous faire finalement pour recouvrer notre individualité, qui nous sommes totalement, notre authenticité, sans avoir besoin d'accuser ou de faire des reproches à qui que ce soit, hein. Il n'y a pas de parents parfaits, on le sait soi-même quand on devient parent, on fait du mieux que l'on peut. En revanche, nous avons tous la responsabilité de nous réparer, surtout quand nous sentons que cela nous freine dans notre vie. Et en effet, moi, je m'identifie complètement à la question de Bastien, puisque, alors, je fais une toute petite parenthèse, peut-être pour vous faire une présentation un petit peu plus personnelle. Euh, Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. C'est pour ça que je suis thérapeute, hein. Je crois d'ailleurs que tous les thérapeutes sont des gens qui ont beaucoup souffert, hein, et qui ont cherché des solutions et qui ensuite donc les partagent avec les autres. Donc moi, c'est complètement mon cas et je l'assume complètement et je travaille sur moi depuis très très longtemps et je pense que j'aurai jamais terminé. Donc venant d'une famille dysfonctionnelle, moi, il a fallu que très 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 vite, je trouve du sens à ce qui n'en avait pas et que je trouve et je teste toutes sortes de choses pour pouvoir m'en sortir intact, indemne, parce que quand votre environnement affectif premier, quand vous êtes tout jeune, est absurde, vous pouvez tout à fait, non pas rejoindre le rang des thérapeutes, mais le rang de ceux qui n'ont plus tout à fait toute leur tête. D'accord? Donc, moi, je comprends complètement toutes ces difficultés à être soi, à être équilibré, à être bien dans les relations aux autres, etc. Parce que c'est un gros travail, c'est vrai que nous devons faire. Et je pense que nous devons tous le faire parce que nous avons été éduqués par des générations qui ont été piétinées, pulvérisées dans leur enfance émotionnellement, parce que la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce que beaucoup de climats de peur, de manque, de répression émotionnelle, qui ont donc forgé des personnalités et des gens qui n'ont pas pu nous offrir tout ce dont nous avions besoin. Et ça, dans la vie d'un adulte,
un jour ou l'autre, il faut faire ce travail de conscientisation qui ensuite mène à l'acceptation. Donc, je comprends très bien la question de Bastien. Moi, j'ai moi-même pendant des années, je me suis retrouvée complètement muette, pétrifiée et incapable de faire autre chose que d'acquiescer devant toute figure d'autorité. Donc ça pouvait être un manager, un responsable, bien évidemment un avocat, un médecin, je ne sais pas quoi. Dès que quelqu'un était hiérarchiquement supérieur, donc il n'y avait que ça finalement, je n'avais plus accès, je ne pouvais pas donner mon avis, je n'osais absolument pas m'exprimer. Alors à l'intérieur, je pensais, ça grondait, ça ruminait, c'était très tumultueux et d'ailleurs extrêmement fatigant. Ne pas être authentique a un coût énorme, énorme, énorme. Hein. Je fais le lien direct avec les maladies. Euh, et ça a duré pendant très, 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 très longtemps jusqu'à ce que je comprenne et que je travaille tout ça. Donc oui, ça se travaille, oui, ça évolue, mais c'est un travail profond, intime, qui nous demande une grande honnêteté. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on s'est aperçu de tout ça, oui, on va pouvoir transformer, tout simplement, par exemple, quand vous avez identifié très clairement les croyances que vous avez à propos de vous-même et qui sont absolument détestables, et que vous vous rappelez qui a bien pu parler comme ça de vous dans votre enfance, vous avez compris que, en fait, ça n'est pas votre discours vis-à-vis de vous-même, c'est un discours que vous avez intériorisé, mais ça n'a jamais été vous qui vous êtes parlé comme ça. Donc ensuite, vous apprenez, alors ça fait un peu cliché, je sais, mais vous apprenez l'amour de soi, c'est-à-dire développer une relation avec vous d'amour, de tendresse, de compassion, de soutien, de confiance, de patience, de bienveillance. Et ça, parfois, pour certains d'entre nous, j'en suis vraiment le bon exemple, c'est un sacré travail parce qu'on revient de loin et quand on a eu par exemple des parents critiques ou exigeants ou qui avaient toujours raison, qui étaient très contrôlants, eh bien, comptez le nombre d'années durant lesquelles vous n'aviez pas vraiment le choix que d'écouter tout ceci, eh bien, tout ça a été complètement engrammé en fait en vous. Et donc, il va falloir en effet le modifier de A à Z. Et ça se fait grâce à la neuroplasticité. Donc, hein, parce qu'avant, on pensait, il y a 50 ans, que le cerveau, à l'âge de 26 ans, il avait terminé de se former. Et donc, c'était fini. À 26 ans, on était à vie ce qu'on pourrait être et pas plus. On sait maintenant, avec beaucoup d'études scientifiques, que c'est absolument pas le cas et qu'on peut tout à fait se reprogrammer parce que le cerveau est, on l'appelle plastique, c'est-à-dire qu'il peut changer et se modifier. Donc oui, on va pouvoir le faire, mais j'insiste vraiment. D'abord, la première étape, c'est la connaissance, donc savoir ce qui s'est passé, et l'acceptation. Et là, parfois, comme c'est un peu costaud, c'est bien d'avoir un bon ami, une personne qui ne nous juge pas, une personne de confiance qui nous aide et qui nous aime inconditionnellement, ou, si on n'a pas cette personne-là, un professionnel de l'accompagnement pour pouvoir réaliser cette première étape qui, bien évidemment, vous en doutez, est un peu délicate. Conclure sur l'objection première à faire ce travail, qui est de si je fais ce travail, est-ce que ça va modifier mes relations affectives, mes relations à mes proches? La réponse est oui, bien évidemment, que ce travail va affecter toute votre vie et toutes vos relations. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce travail. Hein, c'est un travail de libération et de guérison. Et évidemment, une libération et une guérison de vous-même va modifier la façon que vous avez d'être en relation avec les autres, de vous exprimer, de vous positionner, etc. etc. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit que l'on utilise dans toutes les thérapies, toutes les guérisons, et encore plus dans la guérison des traumatismes liés à l'inceste, qui est le plus complexe à résoudre, et où l'on dit on peut se taire ou on peut guérir. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va devoir parler à toute la famille, non, mais en tout cas, on va devoir identifier un interlocuteur de confiance, généralement un professionnel ou alors un ami, mais quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, pour pouvoir parler, s'exprimer, parce qu'en fait, toutes les situations traumatisantes et difficiles que nous avons vécues, surtout quand nous étions enfants, ont toutes un point commun, c'est de nous avoir comment est-ce qu'on dit, bâillonné, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est tu. L'enfant se tait. L'enfant ne s'exprime pas quand il y a des difficultés, surtout quand elles sont dans la famille. Donc, le but de ce travail, ça va être en effet de s'exprimer. Donc, on utilise le professionnel de la relation d'aide pour ça.
pour s'exprimer, pour être dans une nouvelle dynamique relationnelle où on a le droit de dire, on a le droit de dénoncer, on a le droit de ressentir, d'exprimer les émotions. On a peut-être même le droit, surtout même, d'exprimer de la colère, hein, parce que quand on a vécu des choses très difficiles, on n'a même pas accès à la colère. En fait, elle est intériorisée. Donc, on va utiliser voilà, cette tierce personne de cette façon-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller en parler à notre famille. On en aurait bien envie parce qu'on a toujours l'espoir, hein, l'enfant en nous a toujours l'espoir d'être compris par sa famille, que les choses vont changer, que les choses vont enfin s'améliorer, que les choses vont être plus qualitatives. Ça, c'est un espoir d'enfant dont il faudra d'ailleurs faire le deuil dans le travail. C'est une étape. Hein, mais cette expression, donc, n'a pas à se faire avec les membres de la famille ou les personnes, en tout cas, qui sont concernées. Même si, à chaque fois, moi, ce que je propose… Alors, moi, j'utilise beaucoup l'écriture parce que c'est un moyen, d'abord, totalement économique et le plus efficace que je connaisse pour se guérir. Donc, par exemple, je me souviens on va en reparler, mais cette personne qui a parlé d'une situation difficile à l'école. On va, par exemple, si on se souvient d'un prof qui nous a humiliés et que ça a été vraiment très difficile à vivre, on peut lui écrire une lettre à cette personne. Donc, mais vraiment une lettre comme si on… D'ailleurs, il faudrait même la mettre dans une enveloppe et aller chercher l'adresse de cette personne sur Google, quoi, hein. Donc, on va vraiment jusqu'au bout et on vide notre sac, quoi. C'est-à-dire qu'on exprime tout ce qu'on a envie de dire et qu'on n'a pas pu dire. Le principe du traumatisme, c'est qu'on n'a pas pu se sauver, prendre notre défense, on n'a pas pu faire quoi que ce soit dans la situation et on n'a pas pu s'exprimer. C'est ça qui définit un traumatisme. Donc, il y a une impuissance, une injustice qui est au niveau cérébral, hein, et au niveau du système nerveux qui a des conséquences très importantes. Donc, par ce travail symbolique de l'écriture, on va pouvoir réparer. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire à l'époque. J'ai une cliente qui, à l'âge de 5 ans, jouait avec un chien dans un pré toute seule. Et le chien, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, s'est retourné contre elle et lui a dévoré le bas du visage. On est retourné dans cette situation. Et je lui ai demandé de réécrire cette histoire. Donc là, ce n'était pas une lettre au chien, mais ça aurait pu être une lettre à ce chien, parce qu'un enfant aime le chien, hein, déjà. Donc il y a un gros traumatisme. De réécrire l'histoire, c'est-à-dire au moment où le chien se tourne vers elle, eh bien, comment est-ce qu'elle peut transformer l'histoire, comme si elle était réalisatrice du film, et elle avait dit, bah oui, j'ai prononcé une formule magique que seul le chien a comprise, et tout à coup, il s'est mis à mes pieds en couinant, et c'était terminé. Et donc, c'était une façon de retrouver de la puissance, retrouver du pouvoir sur la situation, et donc de réparer, même de façon symbolique, quelque chose qui, bien sûr, on ne pourra pas retourner dans le passé, on ne pourra pas changer la situation qui s'est passée, mais en fait, c'est tout l'intérêt de travailler avec des techniques énergétiques, symboliques, spirituelles, c'est qu'il n'y a pas de passé, présent, futur. Donc on peut retourner dans un événement extrêmement traumatisant et le modifier avec notre conscience d'aujourd'hui. Très bien, donc on a pu répondre du coup au témoignage de Bastien, effectivement, qui avait identifié la source de son manque de confiance en soi avec une figure hiérarchique. Et le témoignage d'Isabelle, du coup, qui, elle, orientait plutôt la source de son manque de confiance en soi envers une situation. C'était effectivement à l'école, elle se souvient lorsqu'elle était au tableau, situation où les camarades rigolaient d'elle lorsqu'elle était au tableau. Donc, on voit que les sources de manque de confiance en soi peuvent être diverses et que le travail, du coup, avec une personne n'est pas forcément nécessaire. Voilà, d'écrire une lettre, mais le travail est plus par rapport à nous et ce manque de confiance en soi et les situations qui a engendré, du coup, effectivement, ce manque de confiance en soi. Et je voudrais juste, pardon, ajouter que bien évidemment, ce travail d'écriture, il est nécessaire de se faire accompagner au départ pour le faire parce qu'on va avoir des immenses résistances à le faire. Hein, par exemple, une agression sexuelle dans l'enfance, je ne sais pas, par un membre de la famille, évidemment qu'on va s'éloigner le plus longtemps possible et le plus loin possible de la possibilité d'intenter une action de réparation par une communication symbolique. Parce que c'est trop douloureux, en fait, psychiquement.
il y a un mécanisme de protection très fort qui se met en place, qui s'appelle la dissociation, qui peut donner du déni, hein, c'est-à-dire qu'on a oublié, on ne sait pas, non, non, tout allait bien, non, je ne me rappelle pas, etc., etc., et qui fait qu'on ne peut pas faire ce travail-là. Donc, c'est là où une tierce personne qui est complètement désaffectivée, qui n'a aucun intérêt dans la situation, quelle que ce soit, va pouvoir guider, soutenir, réconforter. Je vous rappelle aussi que quand on a été victime d'une situation difficile, être une victime, surtout quand on est enfant, la victime doit se taire. La victime, elle a peur des représailles, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de ne plus être aimée, elle a peur qu'on la traite de menteuse, etc., etc. Donc, le gros problème, en fait, c'est le silence pour toutes sortes de traumatismes, hein, les petits, les moyens et les grands. Si vous avez des enfants, que votre enfant puisse vous exprimer la situation traumatisante qu'il a vécue dans sa journée d'école ou n'importe où, sans que vous jugiez, sans que vous conseilliez, sans que vous disiez « Oh, mais c'est pas grave, c'est terminé », mais juste une écoute pleine et présente qui rassure et qui contient l'enfant, déjà, c'est gagné. Déjà, il va pouvoir guérir alors que c'est un gros impact. Hein, parce que je rappelle qu'un enfant est très, très, très sensible, très vulnérable et très dépendant. Donc, toutes les situations difficiles sont potentiellement traumatisantes. Hein. Il faut toujours remettre dans le contexte, en fait. Un enfant petit, si en plus il est sensible, une parole, un geste, une situation, je ne sais pas moi, une pénurie financière des parents, la maladie d'une grand-mère, le décès de je ne sais pas qui, on a l'impression que ce n'est pas si grave que ça, mais en fait, on ne sait pas à la place de l'enfant comment il l'a vécu. Et on sait que c'est toujours très amplifié. Je voulais juste, par rapport à la remarque d'Isabelle sur cette situation dans sa scolarité qui était très difficile, bien sûr que on a tous et toutes vécu des situations comme ça. Je ne connais pas une personne qui n'a pas été humiliée à l'école, qui n'a pas eu peur, qui ne s'est pas senti différent, qui n'a pas eu... voilà, on a tous été très, très traumatisés par toutes ces années-là. Par contre, on le banalise parce qu'on vit dans une société du déni. Hein, il faut le reconnaître, hein, on est dans une société qui est dissociée, où en fait, il ne faut pas parler de certaines choses. Il faut avancer. Oh, c'était il y a longtemps, ça va, tu ne vas pas pleurnicher sur toi. Ce qui est vraiment très dommage parce qu'en fait, on irait tellement mieux individuellement et collectivement si on pouvait tous tranquillement ne pas avoir honte de guérir nos petits, moyens et grands traumatismes. Donc oui, c'est vrai, on a tous vécu des situations humiliantes et douloureuses quand on était enfant. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les guérir. Voilà, je me méfie toujours de la banalisation. Ce que je veux dire dans l'exemple d'Isabelle, c'est que qu'on soit moqué par les camarades de classe, et on peut être moqué par sa morphologie, par son style vestimentaire, parce qu'on n'a pas compris une blague en référence à un truc à la télé, bah, il se trouve qu'on n'a pas la télé à la maison ou qu'on n'a pas le droit de la regarder, parce qu'on n'a pas su répondre correctement ou qu'on a répondu une bêtise, parce qu'on est sensible, on est stressé, à l'oral on est moins à l'aise, on aurait été plus à l'aise à l'écrit, etc., etc. Donc, il y a moquerie. Je rappelle aussi qu'il y a moquerie parce que les enfants sont dans un espace clos, sous contrôle, avec des règles et avec des punitions, comme dans les prisons. Ça, c'est un système qui ne fait pas tendre l'être humain vers le meilleur et vers la vertu. C'est un système qui fait tendre vers la moquerie, vers l'exclusion, vers le rejet, vers le harcèlement scolaire, comme on le voit depuis des années maintenant. Donc, il y a moquerie par les autres élèves, c'est difficile, évidemment. Mais c'est là où l'adulte, la maîtresse, le maître, qui normalement a un rôle d'éducateur, donc de régulateur des échanges, c'est là où cette maîtresse ou ce maître, par sa parole bienveillante, juste et ferme, peut guérir le traumatisme qui vient de parle de ça, on entend que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que oui, il y a eu moquerie des élèves, mais surtout, il y a eu manque de soutien de l'adulte qui avait la responsabilité des échanges, en fait, de réguler et de l'équilibre des échanges. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une situation est difficile, pas parce qu'elle est arrivée, mais parce qu'on n'a pas été soutenu. Et alors, quand en plus on est un enfant, le manque de soutien dans une situation difficile ne nous permet pas de nous réguler. Le cerveau n'est pas encore prêt et câblé et terminé de se développer pour pouvoir se réguler soi-même. Donc, on est dérégulé émotionnellement et au niveau de notre système nerveux,
c'est un peu comme si une partie de nous se figeait. Et en fait, elle se fige pour toujours. Moi, quand je travaille avec mes clientes qui ont généralement entre 40 et 75, 80 ans, on reconnaît et on rencontre des parties d'elles beaucoup plus jeunes qui se sont figées, qui se sont arrêtées de se développer lors d'une situation qui a été insupportable à tel ou tel âge. Et on va rentrer en contact avec cette partie, reprendre une relation avec, lui donner la parole, comprendre ce qui s'est passé. Et cette attention, cette compassion pour cette partie ancienne de nous et beaucoup plus jeune va permettre de l'apaiser et de faire qu'elle ne va plus se réactiver dans l'angoisse et dans la panique dans certaines situations qui fait que la personne ne comprend pas. Vous savez, quand vous êtes dans une situation, donc ça peut être peut-être le cas pour Isabelle, on doit prendre la parole, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on nous la donne, à un événement professionnel, etc. On ne s'y était pas attendu. Tout à coup, peur, panique, parce que c'est cet enfant de 5 ans humilié par les élèves et non soutenu par la maîtresse qui tout à coup se réactive en nous. Et si on n'a pas développé, si on n'a pas fait ce travail de connaissance de soi, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, on est dans la panique et puis en plus, on se juge. Je reviens sur la culpabilité de manquer de confiance en soi. Il faut absolument abandonner cette culpabilité-là parce qu'elle freine en fait la guérison possible. En fait, c'est une partie ancienne de nous qui se réveille tout à coup, dans l'urgence, dans la panique, dans la terreur parfois, et qui nous fait dire ou avoir des comportements qui sont complètement irrationnels, disproportionnés, et qui vont faire dire aux autres « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement exagéré. » Non, ce n'est pas exagéré. C'est l'enfant de 5 ans qui se réveille dans une situation professionnelle où tout le monde a 45 ans. Donc, elle est paniquée parce que de toute façon, elle s'est figée dans une situation de panique quand elle avait 5 ans, mais elle est paniquée parce que tout à coup, elle se réveille dans une situation qu'elle ne reconnaît pas, où tout le monde est adulte et qui va amplifier encore plus l'humiliation, la honte, etc. Donc, quand on comprend les choses de cette façon-là, on est beaucoup plus serein. Ça ne veut pas dire qu'on ne revit pas des émotions douloureuses, bien sûr, mais on est serein et calme parce qu'on comprend ce qui se passe. Et on a de la compréhension et de la compassion pour soi. Et ça crée une sorte de solidité, de force intérieure qui nous permet de continuer ce travail-là. Surtout que ce traumatisme, on met beaucoup de temps à se rendre compte ou à l'identifier, à vouloir travailler dessus. Vous l'avez dit, vous êtes un peu spécialisé dans la libération des traumatismes après 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on voit que l'origine vient souvent de l'enfance. Donc, c'est quelque chose que l'on traîne toute notre vie. Qu'est-ce qui met autant de temps à vouloir travailler sur ce point? Est-ce que c'est l'identification de la source du problème qu'on ne comprend pas, voilà, qu'on laisse filer tout au long, presque la moitié de notre vie. C'est des traumatismes qui sont dans l'enfance. Pourquoi est-ce qu'on traîne ça aussi longtemps? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, d'abord parce qu'au niveau environnemental, cette compréhension fine de la vérité, de la réalité, de ce qui s'est passé, des mécanismes qui se sont mis en place, n'est pas valorisé dans notre société. Comme je le disais, on est dans une société du faire et de la performance et de l'apparence. On n'est pas enterrer les traumatismes, voilà, et continuer voilà. Dans soi, ce qui fait mal nous dérange, ce qui fait mal pose problème. Donc, tiens, et si on le mettait de côté et si on avançait, quoi. Ce qui est, quand on y réfléchit, complètement fou parce qu'un athlète de haut niveau qui doit faire un ultra-marathon, etc., il ne va pas être dans le déni de sa blessure musculaire à la cuisse, parce que le gars, sinon, il sait très bien qu'il n'y arrivera pas ou bien qu'il ne courra plus jamais ensuite. Donc, c'est vraiment dans l'humain, dans l'affectif et l'émotionnel, comme ça ne se voit pas, c'est ça la difficulté, c'est que comme c'est invisible, ça se ressent mais ça ne se voit pas, eh bien, on peut le cacher. On peut faire comme si de rien n'était. Alors, il y a des personnes qui vont prendre sur elles. J'entends beaucoup de gens me dire « Bon, allez, je prends sur moi, je prends sur moi ». Chaque fois, je dis « Mon Dieu, non, stop, ne prenez plus jamais sur vous ». Ça, c'est la première étape. Donc, il y a des personnes qui prennent sur elles de façon consciente et il y a des personnes qui sont vraiment dissociées et dans le déni total de tout ce qu'elles ont vécu. Oh, mon enfance était super, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais un toit sur ma tête, de la nourriture, on m'a payé des études, basta, c'est terminé. Bon. Et là, ça veut dire ne viens pas m'aider à décortiquer parce que je ne suis pas prêt, en fait. Je n'ai pas envie d'aller regarder, d'aller dans le ressenti, etc. Donc,
il y a ça, et puis il y a aussi, encore une fois, que tout ce que l'on a vécu quand on était enfant est passé sous silence. L'enfant se tait. C'est pour ça que les enfants ont plein de petites maladies qu'on appelle infantiles, parce que c'est la somatisation, c'est-à-dire que c'est le corps qui vient prendre le relais d'une expression qui ne peut pas se faire parce que l'enfant est trop petit, il ne sait pas dire, ou bien il n'est pas cérébralement prêt à prendre du recul et à oser la parole. Et je rappelle ce fameux conflit entre attachement et authenticité. Si je suis authentique et je dis que la situation ne me convient pas, je risque de perdre l'attachement. Or, je ne peux pas me permettre de perdre l'attachement, sinon ce serait la mort pour moi. Vie en groupe et la définition aussi du mammifère, c'est que le parent prend soin de son petit pour l'aider à vivre dans le monde. Donc, je ne peux pas risquer de perdre cet attachement, même s'il est mauvais et négatif d'ailleurs. Un enfant qui est battu, un enfant qui est humilié, un enfant qui vit des choses très difficiles à la maison, ne va pas non plus dénoncer parce qu'il ne peut pas risquer de perdre cet attachement, même négatif. Donc, en effet, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps aussi? Parce que vous voyez qu'on vit dans une société où la grande finalité, c'est de passer d'une classe à l'autre. La grande finalité, c'est de passer d'un anniversaire à l'autre. La grande finalité, c'est de réussir des compétitions de sport. C'est de passer les étapes. On est dans une société qui nous fait passer les étapes l'une à l'autre, comme ça, qui nous pousse. J'ai une fille qui est en première, qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut étudier et qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'après le bac, on lui foute la paix et qu'elle puisse prendre le temps nécessaire pour se poser et réfléchir. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en effet, on est poussé en fait. Et donc, dans cette société qui nous pousse, alors pareil, après, donc on fait des études, puis après, il va falloir trouver un compagnon, puis après, il va falloir peut-être devenir propriétaire ou locataire, puis ensuite, il va falloir peut-être penser à faire des enfants. Puis on est poussé comme ça. Et puis un jour, on vous dit c'est la ménopause, c'est foutu, madame. Ou alors on vous dit ah bah oui, c'est telle maladie qui s'est déclarée, bah c'est comme ça, vous déclinez en âge. Enfin, pour moi, c'est complètement absurde, cette façon linéaire de vivre où on est poussé d'une étape à l'autre. C'est pas ça la vie. Donc, évidemment, il faut aussi qu'on aille se poser des questions. Bah, comment j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que la vie pour moi? Et là, on part un peu sur du spirituel, c'est-à-dire des questions un peu philosophiques de comment on se représente notre parcours de vie, comment on a envie que ce soit. Et là, généralement, quand on réfléchit comme ça, bien évidemment qu'on prend conscience qu'il faut qu'on prenne conscience de nos casseroles, entre guillemets, et qu'on les guérisse. Ou en tout cas qu'on les rende plus jolies et qu'on devienne plus familier avec nos casseroles. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend de la maturité. Donc, il y a le rythme de la société qui est très matérialiste, dans le visible, les étapes doivent se voir, à tel âge, il faut avoir réussi ça, ça et ça, sinon on est je ne sais pas quoi, on est un rien du tout, qui nous met une pression pas possible sur les épaules et qui fait qu'on ne vit pas selon son propre rythme, mais selon celui du collectif. Ça, c'est dangereux. Et ensuite, ce qui se passe souvent, moi, que je vois beaucoup puisque j'accompagne les femmes, c'est que alors, les femmes, de par leur nature féminine et cyclique, hormonale, ensuite, quand elles ont un enfant, là c'est la révolution totale, comme elles sont dans le changement, dans la transformation, elles s'en prennent plein la figure parce que quand vous changez, quand vous n'êtes pas toujours la même, bien évidemment que vous vous prenez dans la figure des remontées émotionnelles que parfois vous ne comprenez pas. Donc la femme, elle est déjà très habituée à ça depuis sa puberté. Donc, elle est souvent plus encline à se dire, bon, allez, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, que de façon comme ça, régulière et chronique, je me sens très, très, très mal à l'aise dans telle ou telle situation. Il faut que j'aille comprendre ce qui se passe pour pouvoir peut-être le résoudre. Et souvent, les femmes sont très actives dans la recherche de solutions. Pour elles, pour ceux qu'elles aiment, parce que les femmes s'occupent beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs amis, les membres de leur famille, leurs enfants, etc. Elles pensent, je dis souvent que la femme, c'est un ordinateur à penser, à trouver des solutions aux problèmes des autres, même la nuit, quoi. En fait, ça tourne en boucle tout le temps. Pour leur travail aussi, c'est comme ça. Le principe féminin, c'est un principe guérisseur, en fait, donc qui trouve des solutions, qui veut guérir ce qui ne va pas. Donc, elles sont souvent davantage prêtes que des hommes qui sont uniquement dans leur masculin à aller chercher des solutions, comprendre et résoudre. Et ça, c'est super. Et souvent, ensuite, elles peuvent transmettre ça à leurs compagnons ou à leurs frères ou voilà, à des amis masculins. Mais ce que je vois, c'est qu'elles sont très, très
volontaire d'aller découvrir des choses, d'aller dans l'inconnu, d'aller essayer des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que si c'est aussi leur volonté à un moment de dire non, stop, ou d'exprimer leurs émotions qu'elles ont un petit peu gardées pour elles, effectivement, durant toutes ces années? Oui, alors, je ne sais pas si je comprends exactement bien votre question. C'est sur le fait de… Par rapport au vouloir de travailler effectivement sur D'accord. ce manque de confiance en soi à un moment, est-ce que c'est pas voilà, un déclic qui arrive généralement effectivement Oui. peut-être après 40 ans et d'avoir un petit peu subi durant toutes ces années et de dire voilà, à un moment c'est non, c'est stop et voilà, je veux m'exprimer et ne plus être… ne plus subir effectivement ces traumatismes qu'on a peut-être identifiés du coup effectivement au bout d'un certain temps. Alors malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vrai que c'est difficile à vivre, mais en même temps, on a besoin de ce déclic-là. En fait, l'être humain est fait comme ça. Quand tout va à peu près correctement, que tout est sous contrôle, il ne va jamais penser à travailler sur lui, bien évidemment. Alors qu'en fait, ça devrait être dans ces périodes-là. Dans les périodes de grâce, on devrait travailler sur soi parce qu'on a de l'énergie, on a de la vitalité, etc. Malheureusement, on n'est pas fait comme ça, donc on attend l'ultime souffrance pour dire bon là j'en peux plus, il faut vraiment que j'aille trouver de l'aide parce que tout seul je vais devenir dingo en fait. Et donc cette ultime souffrance, elle va passer par le corps en fait. Donc ça va être un burn-out, ça va être une dépression ou ça va être une maladie, un trouble, quelque chose qui vient et qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer. On ne peut plus ignorer ces douleurs émotionnelles qui sont là depuis très longtemps, mais qui étaient tapies et qui ne se voient pas, mais grâce au corps, grâce à la somatisation, maintenant ça se voit. Il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une douleur. Alors, personne ne le relie pas forcément à la source, c'est normal, mais en tout cas, on ne peut plus l'ignorer. Ça peut être invalidant, ça peut être handicapant, on doit se mettre en arrêt maladie, ou alors on ne peut plus sortir de chez soi parce qu'on a une anxiété sociale pas possible, ou alors, etc. Là, en effet, on doit prendre ces signaux-là au sérieux, mais on peut les prendre au sérieux dès qu'ils sont petits. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit très important et installé. Si j'ai un appétit différent, que j'arrête pas de me tourner vers le sucre ou l'alcool, ou si j'ai un sommeil qui n'est pas récupérateur, le matin je suis fatiguée, j'arrive pas à m'endormir, si j'ai des douleurs digestives, je dois comprendre que tout ça sont des signes et des signaux qui doivent être pris au sérieux et qui sont là pour m'indiquer que là, je dois m'occuper de moi, m'intéresser à moi et peut-être commencer ce travail de connaissance de moi-même. Donc, les déclics sont plutôt des situations où en fait on est dans du mal-être, on n'est pas bien, on n'y arrive plus, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'enthousiasme et on s'inquiète parce que bien évidemment on est conscient de cet état-là et ça nous inquiète énormément parce qu'on sait très bien aussi que dans cet état-là, on n'est pas bien en relation avec les autres, on ne peut plus s'occuper de ceux qui sont dépendants de nous, on est moins bon dans son travail, donc ça a des conséquences énormes en fait. C'est souvent le corps qui nous dit effectivement, qui engendre ce déclic en fait. Oui, tout à fait. C'est pas seulement le manque de confiance en soi en tant que tel, mais c'est bien souvent le corps qui doit intervenir pour avoir ce déclic et ce besoin d'être accompagné par une tierce personne. Et si je peux faire un petit lien avec les produits que vous proposez chez Espace Mom et que j'utilise bien évidemment à la maison, je travaille de chez moi, c'est que quand on est dans cette sensibilité, dans ces résonances émotionnelles et quand on arrive dans ces eaux troubles où le mal-être commence un petit peu à pointer le bout de son nez, le manque d'énergie, le manque de vitalité ou le manque de sens, vous savez, où on se dit mais ça n'a pas de sens, enfin, pourquoi je fais ça, mon travail m'emmerde, mon couple, je ne me sens pas bien, voilà, il y a quelque chose en moi que je ne comprends pas, qui est triste, ou j'ai une colère que je ne m'explique pas. Il est excessivement important, et ça pareil, on peut tous le faire, de commencer à penser environnement. Voilà. La qualité de mon environnement va bien évidemment soutenir le travail que je vais pouvoir faire, l'identification, la conscientisation que je vais pouvoir faire de « Ok, il y a un problème et il va falloir que je m'en occupe ». Mais déjà, j'ai la main, je peux déjà améliorer mon environnement. Donc, mon environnement, c'est bien sûr comment je m'alimente, qu'est-ce que j'ingère, mais aussi
comment est mon habitat? Donc, bien sûr, je fais référence à la pollution électromagnétique parce qu'on est beaucoup à vivre en ville et même dans les campagnes. Moi, je me rappelle quand j'habitais Montauban, on nous avait gentiment installé un compteur Linky adossé à la maison sans nous demander notre avis. Donc, il y a bien évidemment des facteurs environnementaux qui sont super importants pour pouvoir rester en équilibre, même si on a tous un travail sur soi à faire, mais on peut déjà avoir un impact incroyable avec des produits correcteurs d'environnement. J'appelle ça la médecine environnementale. Donc, quand déjà vous commencez à neutraliser et transformer la pollution électromagnétique en ondes bienfaisantes, ben bien sûr que vous dormez bien, bien sûr que chez vous, il y a une ambiance qui est douce. Moi, les gens, chaque fois, quand ils rentrent chez moi, me disent « Qu'est-ce que c'est doux ici ?» Et au début, je ne me l'expliquais pas. Je me disais, c'est quand même étonnant de dire ça, parce que ce n'est pas particulièrement doux au niveau des canapés ou de la décoration. Donc, vous voyez, c'est plutôt minimaliste en ce moment. Et après, j'ai compris, bien sûr, je me suis dit, mais bien évidemment, des ondes qui sont bienfaisantes, bien sûr que c'est doux. Bien sûr qu'on est bien, on est détendu, on est en paix, on se parle bien, on communique bien. Et ça, mais c'est merveilleux, même quand on est dans une étape de mal-être dans sa vie. D'accord? C'est très important. Oui, corriger son environnement avant de s'occuper, voilà, hein, c'est un peu faire le table rase de tout ce qu'il y a autour et de se concentrer effectivement sur la communication, la libération des traumatismes qui sont levés du coup plus aisément avec les solutions même du coup. Merci pour toutes ces précisions sur la thématique de la confiance en soi avec Annabelle et le témoignage du coup sur l'utilisation des solutions MOM. Donc, Annabelle, pour rappel, propose effectivement un coaching en libération des traumatismes. On a eu effectivement des témoignages sur ce thème. Donc, voilà, on a peut-être tous un petit peu quelque chose à travailler sur ce point. Ça peut être la source effectivement de certains traumatismes. Donc, vous avez l'occasion effectivement de contacter Annabelle pour un travail plus en profondeur sur cette thématique, si cette thématique vous a parlé. Après, on avait parlé de la gestion du stress. Voilà. Il y a différents points, peut-être, je suppose, Annabelle, sur lequel le point de départ pour travailler plus en profondeur sur la libération des traumatismes. Oui, tout à fait. On peut aussi commencer par lire des livres, hein, Guérir son enfant intérieur de Moussa Nabati, Le sens du bonheur de Krishnamurti, les livres d'Alice Miller, bon, qui ne sont pas pour tout le monde parce qu'ils sont difficiles, mais sur la violence éducative dont ont été victimes nos arrière-grands-parents, grands-parents, et donc le transgénérationnel existant, nos parents et nous. Il y a aussi beaucoup de livres qui peuvent nous aider. Moi, les livres m'ont sauvé la vie. Les livres, ensuite les conférences sur YouTube, parce que j'avais un bébé tous les 2 ans, que je m'en occupais quasiment toute seule et que je n'avais pas le budget pour partir en formation, etc., ni même me payer un coaching. On peut déjà faire beaucoup avec les bonnes ressources qu'il faut approfondir et bien sûr toujours transférer dans sa propre vie. Mais oui, je suis à votre disposition, que vous ayez des questions ou envie d'aller plus loin. Merci beaucoup, Élodie, en tout cas. Merci pour cette thématique. Merci à vous, Annabelle. À bientôt. Merci. Au revoir.